De retour pour la deuxième partie, toujours avec Charles Robin, toujours sur la gauche du capital, l'itinéraire d'un gauchiste repenti, mais tout ça, ça s'entrecroise un peu. C'est cette idée que la gauche sert clairement les intérêts du capital. D'ailleurs, j'aimais beaucoup, je te le dis, la couverture de la gauche du capital avec Oui. les deux bonhommes, les deux capitalistes qui se ressemblent. Puis l'un, il avait les Nike, etc., les marques, et puis l'autre, il avait NPA, machin, Ah, mais la etc. couverture était magnifique. J'adorais l'autre, il avait un gros joint, et puis l'autre, un gros cigare. Et C'est tout, ça. c'était très drôle. Hein, Ça illustrait exactement en fait le concept. C'est le libéralisme économique qui correspond à l'infrastructure. Marx parle de l'infrastructure pour qualifier l'économie et la superstructure, c'est l'idéologie. Et si on admet que c'est l'économie qui détermine l'idéologie, c'est le libéralisme économique qui tient sous sa coupe le libéralisme culturel. Donc il y en a un qui travaille pour l'autre. Ouais. Donc ils sont main dans la main, mais il y en a un quand même qui est aux ordres de l'autre. C'est pour ça qu'on assiste à la... Là, on est dans la phase, pour moi, où on attaque l'identité de face profondément. On a vu un Macron, par exemple, une phrase moi, qui m'a beaucoup interpellé. Il a dit, il n'y a pas de culture française. Oui. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de culture française. Il y a de la culture en France et elle est diverse. Ce qui est un peu d'ailleurs très bizarre quand on fait justement, on s'intéresse philosophiquement deux points. Parce que il réussit à identifier des cultures diverses, mais il n'y a pas de culture Oui, française. c'est Mais ça. les cultures qui sont diverses, comment on les identifie? Enfin bon. Oui, voilà, exactement. Non, mais Non, mais là, tu vois, justement, la réaction qu'on a, en fait, c'est la seule réaction qu'on puisse avoir, c'est-à-dire que c'est absurde. Enfin, quand je dis c'est absurde, on peut toujours trouver un sens. Hein. Moi, j'aime pas quand les gens disent ça n'a aucun sens, puisqu'il y a toujours un sens, mais ça dépend toujours du point de vue duquel on parle. Et le point de vue ici de Macron, en l'occurrence, mais c'est un exemple Oui, parmi d'autres. c'est Hein. vrai, exactement. Bah, c'est pour ça. c'est lui, Je mais l'ai pris parce qu'il est frais, voilà. il était choquant, mais il n'est pas le seul, Ouais. il y a des tas d'exemples. Ouais. Il n'y a pas de culture française, donc s'il n'y a pas de culture française, il n'y a pas de France, et s'il n'y a pas de France, il n'y a pas de présidentielle française, donc finalement, à quoi est-ce qu'il va se présenter, de quoi va-t-il être le président, que va-t-il incarner, donc c'est assez compliqué de répondre. Il n'y a pas de culture française, si, il y a une culture française, il y a une littérature française, il y a un art français, il y a une philosophie, Il y a une langue. il y a une langue, mais exactement, c'est là encore. En fait, le subjectivisme dont on parlait tout à l'heure, l'idée que c'est l'individu seulement qui détermine ses propres contraintes, c'est poussé à un tel degré qu'on veut refuser tout ce qui serait facteur de déterminisme. Et la culture est un déterminisme, puisqu'on pense à partir de sa culture, on pense à partir de sa langue, par exemple. Euh, quand on pense à une idée, quand on construit un raisonnement, on le fait toujours dans notre propre langue, même inconsciemment. Si bien que quand on va, par exemple, parler avec quelqu'un qui parle une autre langue, voire une langue totalement différente de la nôtre, par exemple le chinois, qui est une langue complètement différente de la nôtre, qui ne fonctionne pas du tout sur les mêmes idéogrammes, on va s'apercevoir qu'il y a des concepts qu'on utilise qui n'existent même pas dans la culture chinoise. Ce qui fait que on ne va pas avoir les mêmes problématiques parce qu'on ne va pas avoir la même façon de penser ces problématiques. On ne va pas avoir la même manière de considérer l'individu par rapport à la communauté, par exemple. Et tout ça, c'est structurant. Ça structure la pensée. Et donc, l'identité culturelle, elle intègre, c'est pas la seule, mais elle intègre aussi cette composante-là, la composante linguistique. Donc, il n'y a pas de culture française. Je pense que c'est un slogan, en fait. Rien de plus. Il ne faut pas chercher plus loin que ça parce que ce serait donner du crédit à une parole en fait, qui n'est qu'un slogan qui permet en gros de passer l'idée que nous sommes dans une société de la diversité et que dans une société de la diversité, on ne place pas une culture au-dessus d'une autre. Donc dire il n'y a pas de culture française, c'est une manière de dire toutes les cultures sont à peu près équivalentes et elles se fondent toutes peu ou prou dans un même ensemble. Voilà, donc ça s'appelle la France, mais ça pourrait s'appeler autrement, ça n'a aucune valeur, etc. Ça n'a aucune valeur. Donc plus rien, tout est mis au même rang, tout se vaut. On est dans un monde de l'égalitarisme fou. C'est la Alors, différence avec, d'ailleurs, c'est quoi ce monde, voilà. justement, d'ailleurs, j'y ai pensé en le disant, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Quand on dit tout se vaut, toutes les cultures se valent, dans l'absolu, oui, toutes les cultures se valent. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ce qui fait qu'on va placer une culture au-dessus d'une autre, c'est simplement le fait d'y appartenir. Tu vois? Pourquoi? Parce que la culture dans laquelle on est va façonner nos critères d'évaluation des autres cultures. Tu vois? Donc quand on compare les cultures, on le fait toujours à partir d'une culture.
Tu vois? Donc déjà, on n'est pas objectif. Pour comparer les cultures, il faudrait avoir un point de vue omniscient et il faudrait définir un certain nombre de critères. Tu vois? Et, euh, et donc le fait de comparer les cultures, bah, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, hein. Et personnellement, moi, je ne rentre pas là-dedans, c'est-à-dire que je ne considère pas qu'il y ait des cultures supérieures à d'autres. Voilà. Euh, donc, je pense qu'on n'est pas dans une société de l'égalitarisme. Je pense qu'on est dans une société de l'indifférentialisme. C'est pas le problème de l'inégalité, en fait. C'est le problème que le simple fait de pointer des différences, c'est perçu comme de la stigmatisation. Tu vois. Donc, autrefois, on considérait que la supériorité ou l'infériorité, c'était une différence qui permettait de dire telle chose est supérieure à une autre. Maintenant, ça devient la différence elle-même. Le fait qu'il y ait une différence, ce serait dire qu'il y a des inégalités, tu vois. Donc, par exemple, le fait de dire qu'un noir est noir et qu'un blanc est blanc, ce serait déjà stigmatisant. C'est déjà stigmatisant. Tu vois. Mais moi, ce que je demande, c'est si je dis de quelqu'un qu'il est noir, euh, si je le stigmatise, ça veut dire que c'est stigmatisant d'être noir, en fait. Tu vois. Donc, si je stigmatise quelqu'un en disant ce qu'il est, ça veut dire que ce qu'il est, c'est stigmatisant. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, il est inférieur, du coup. Puisque je dis qu'il est noir, ça voudrait dire qu'il est inférieur. Donc, vous dites qu'il est inférieur parce qu'il est noir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on en arrive là encore à des contresens logiques, hein, purement et simplement, où constater une différence, ce serait instaurer une hiérarchie. Tu vois? Alors que c'est pas ça. La diversité, le concept de diversité, c'est bien un concept qui postule qu'il y a des différences et que ces différences peuvent être, par exemple, source de richesse, etc. etc. Bien sûr. Ah bah, c'est Voilà. tout un dogme. Mais si le fait de dire qu'il y a des différences, c'est déjà de la stigmatisation, il ne peut pas y avoir diversité. Tu vois? Là encore, ça ne tient pas debout. C'est une construction. C'est une construction intellectuelle, cette pensée libérale qui veut absolument tout relativiser. C'est une construction intellectuelle qui ne supporte pas les preuves des faits, tout simplement. Puisque là encore, c'est du discours, mais dans les faits, on n'applique pas ce discours-là. Dans les faits, on voit les différences. Tu vois, s'il n'y a pas de différence, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, je ne vois pas pourquoi je lui laisserai ma place à la caisse, puisqu'il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Ben voilà, tu vois, donc ça ne tient pas debout là encore. Ouais. Ça tient pas debout. Ça va à l'encontre du bon sens. Ce sont les mêmes qui d'ailleurs disent que le bon sens, c'est une notion très abstraite, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. C'est dangereux de s'appuyer sur le bon sens parce que c'est pas scientifique le bon sens, tu comprends? C'est pas fondé. Du coup, s'il n'y a pas de bon sens, moi à ce moment-là, je vais prendre ce qu'on me dit au pied de la lettre et je vais dire, s'il n'y a pas de différence, dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi il y aurait du traitement de faveur. S'il n'y a pas de différence, pourquoi il y aurait de la discrimination positive, par exemple? Ouais, voilà, je laisse passer la dame parce qu'elle est enceinte. Bah non, C'est ça. finalement, non, je la laisse pas passer. Ça Il y a pas de aboutit à ça. différence, ouais. Le discours aboutit à ça. On va dire, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Mais pourtant, on veut instaurer la parité. Donc si on instaure la parité, ça veut dire qu'on estime qu'il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Donc pour équilibrer. Oui, mais s'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, il peut y avoir 100% d'hommes, ça ne change rien puisqu'il n'y a pas de différence. Tu vois? Donc soit on est pour la parité, et dans ce cas-là, on dit qu'il y a des différences. Soit on dit qu'il n'y a pas de différence, mais dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'être pour la parité. Tu vois? Encore une fois, c'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais sur le fait que la philosophie, c'est pas simplement se prendre la tête sur des problèmes inutiles. Tu vois? Ça peut devenir ça. Hein, mais comme toute discipline qui poussée dans son extrémité va tourner en circuit fermé et ne va plus avoir aucun intérêt finalement. Mais c'est aussi quelque chose qui permet d'avoir de l'esprit critique pour le coup appliqué avec une saine raison. Tu vois? Et de dire, ok, j'admets un discours, je l'entends, je suis prêt à le considérer, mais si j'identifie des contradictions dans ce discours, il va falloir qu'on les reconnaisse. Et ma critique de la gauche, en fait, elle est purement, je dirais, d'ordre analytique. J'observe des paradoxes, des Oui, t'es pas dans le contradictions. pathos, hein, je tiens à le dire. Oui, c'est pas. Ben, en tout cas, non. J'essaie de mettre de l'humour parce que on est beaucoup plus réceptif à un discours quand il est un peu empreint d'humour que quand on est dans une démarche d'agressivité. Moi, je ne me sens pas frustré particulièrement dans la société dans laquelle on vit. Si tu veux, moi, je ne me sens pas menacé par le gauchisme. Pas du tout. Mais par contre, j'en fais une critique que je veux impitoyable. C'est-à-dire que je ne vais pas me préoccuper de savoir si je fais de la peine aux gens. Si je leur fais de la peine, il y a des choses qui me font de la peine aussi, tu vois ce que je veux dire? Mais on ne va pas faire des manifestations pour ça, parce qu'à chaque fois que quelqu'un va heurter notre sensibilité, tu vois. Est-ce que c'est pas un des grands problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui on va dire dans ce monde politique, c'est que justement, il n'y a plus de philosophie.
Et il n'y a plus donc ni d'analyse, ni justement de raisonnement. On n'est que dans l'émotion et dans l'idéologie. Et justement, il n'y a pas de philosophie, Non. parce que les contradictions, elles sont assumées. Voilà, Macron, dans la même phrase, il dit la même chose et son contraire. Il y a la même contradiction dans la même phrase. Il n'y a plus de philosophie parce qu'en fait, la philosophie a connu aussi son histoire et son évolution. Donc elle a évolué. Alors, je vais vraiment faire des raccourcis idéologiques, mais là, pour le coup, je suis obligé vraiment parce qu'on n'a pas le temps. Mais en gros, l'Antiquité et le Moyen-Âge, c'est la philosophie doit servir à rejoindre Dieu, okay, avec toutes les subtilités qu'il peut y avoir dans ce concept Dieu. Hein. C'est-à-dire que là encore, c'est un peu l'objet de ma critique que je faisais à La Tronchambier. J'ai fait une petite vidéo de critique cordiale et bienveillante. Hein, c'était pas du tout agressif de ma part. C'est très très bien. Enfin, j'ai pas voulu que ce soit ressenti comme étant agressif. Mais pour dire que quand on parle de Dieu, à un moment donné, il faut étudier un peu le concept pour pouvoir en parler. Et moi, je veux bien qu'on compare la croyance en Dieu et la croyance dans les licornes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un petit peu rapide, c'est un petit peu court. Bon. Donc jusqu'au Moyen-Âge, c'est comme ça qu'on concevait la philosophie, même si ce qu'on appelle philosophie et théologie a évolué depuis. À partir de l'ère moderne, et notamment donc celui qui représente l'ère moderne, c'est Descartes, on a commencé à introduire la notion de raison et d'individu dans la pensée philosophique. La philosophie devenait l'exercice de la raison, et l'exercice quasiment de la raison pure. De quoi la raison est-elle capable? Que peut-on connaître? À quelles conditions? Qu'est-ce qui fait que notre connaissance est une connaissance, par exemple? Voilà. Donc c'est le rejet des croyances, des préjugés. On remet en cause les fondements de nos modes de pensée. Et puis on essaye de reconstruire une pensée neuve, une pensée critique basée sur la raison. Et puis ensuite est arrivée la philosophie des Lumières, qui était la philosophie de l'émancipation et de la liberté. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à introduire le concept de liberté en philosophie, qui s'est traduit dans la politique. Et en fait, la philosophie, depuis, n'a eu de cesse, en fait, de suivre la pente de la subjectivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une pensée antique qui va parler du rôle du citoyen dans la cité, on va trouver que c'est totalitaire, puisque l'homme doit pouvoir se définir par autre chose que par la communauté. Tu vois ? Donc ensuite, on a défini l'homme par la raison. Oui, mais c'est un peu réducteur aussi parce qu'il y a d'autres choses, etc., etc. Et finalement, on en vient aujourd'hui à définir l'homme par le droit. Et la philosophie a suivi cette évolution où tout ce qui avait un tant soit peu de solidité sur le plan philosophique s'est trouvé disqualifié comme étant le produit d'une pensée archaïque. Tu vois ? La pensée communautariste devenait quelque chose d'archaïque. Il fallait penser à l'échelle de l'individu. Et lorsque tu suis cette logique, tu en arrives au fait que la philosophie elle-même devient purement subjective. Tu vois ? Et si la philosophie devient purement subjective, ben, il n'y a plus de fondement à la pensée qui puisse être admis par tout le monde. Tu vois ? Donc même la philosophie a subi les conséquences du libéralisme dans sa pratique. Dans les années 60, il y avait le structuralisme en philosophie, qui était une espèce de conception du monde qu'on retrouvait dans les sciences humaines, mais c'était déjà un paradigme philosophique, tu vois. Donc ça participait d'un parti pris dans la manière de voir le monde, et ça aussi, ça a été considéré comme finalement justifiant l'injustifiable, etc., etc. Et ensuite, on est passé à la philosophie analytique, en considérant qu'en fait, tous les problèmes philosophiques trouvaient leur origine dans le langage, dans l'énoncé. Et que en gros, oui, tu vois, et en gros, si on fait de la philosophie, c'est parce qu'il y a le langage, mais tous les problèmes philosophiques peuvent trouver leur résolution si on analyse le langage. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, on cesse de penser. Finalement, la technique prend le pas sur le fond, le langage prend le pas sur les idées, et en fait, on parle de la forme et plus du fond. On va parler des mots plutôt que des concepts qu'il y a derrière les mots. Oui, c'est ça, c'est parce que on a le sentiment que donc avant, on avait une réalité, puis on a inventé des mots pour décrire une réalité, puis aujourd'hui, on invente des mots pour créer une réalité. Bah, tu as parfaitement résumé ce que je voulais dire. C'est-à-dire que voilà, les mots qui étaient censés nous aider à penser la réalité sont devenus notre réalité. Tu vois ? Et donc, c'est pour ça qu'il y a des mots interdits, par exemple.
Aujourd'hui, tu peux pas dire certains mots parce que… Parce qu'on a peur, voilà, comme le mot race qui Oui, faisait voilà, peur, par on a exemple. dit on va faire disparaître et tout. Voilà, Oui, voilà, c'est ça. On veut plus le, On fait disparaître le mot pour faire disparaître le problème. En pensant qu'en fait, voilà, en faisant disparaître le mot, on fera disparaître le concept, Voilà, tout ce qui m'avait. c'est ça. C'est fantastique. Ouais, voilà, et là encore, on enlève le mot race. Donc, pourquoi? Parce que les races n'existent pas. D'accord, mais si les races n'existent pas, le racisme n'existe pas, puisque le racisme, c'est basé sur le concept de race. Donc, ça devient très, très compliqué. Donc, en fait, c'est ça, c'est la création de zones interdites de la pensée, tu vois. Et grâce à la philosophie analytique, ou plutôt à une certaine récupération de la philosophie analytique, on a réussi à nous faire croire qu'en fait tous les problèmes philosophiques étaient des problèmes inhérents au langage et qu'on pouvait s'en débarrasser par une saine approche du langage. Donc en fait, il n'y a plus de concept philosophique aujourd'hui, il n'y a pas un courant philosophique prédominant aujourd'hui par exemple, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est quand même à une période, alors certains me diront sans doute oui, mais c'est parce qu'on n'a pas le recul. C'est pas faux. J'admets l'argument. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'histoire, on a quand même des mouvements culturels, qu'ils soient philosophiques, artistiques ou littéraires, qui sont assez marqués. Je veux dire, on est passé à chaque fois d'un mouvement à un autre et on savait à quel mouvement on appartenait. Et aujourd'hui, le seul nom qu'on donne pour qualifier notre époque, c'est la postmodernité. Donc en fait, on est obligé de définir notre époque parce qu'elle n'est pas. Elle est postmoderne. Elle est après la modernité. Mais elle n'a pas d'identité en tant que telle. Voilà. On retrouve beaucoup ça d'ailleurs dans le nouveau roman en littérature, je ne sais pas si tu connais un petit peu. Dans le nouveau roman, on commence à considérer que la littérature n'est plus là pour raconter une histoire, l'histoire devient l'écriture elle-même. Donc en fait, la formule, c'est un chiasme un petit peu, voilà, qui consiste à dire c'est plus l'écriture d'une aventure, c'est l'aventure de l'écriture. Tu vois? Donc en fait, le romancier se met en scène comme auteur du livre qu'il est en train d'écrire. Et ça devient ça son histoire en fait. Donc c'est un romancier qui dit bon ben là je suis en train d'écrire un bouquin et il écrit. Je caricature, c'est pas ça, hein, on soit bien d'accord. Mais le principe c'est ça. Le principe c'est ça. C'est la remise en cause de toutes les structures, de toutes les conventions, à un point tel qu'en fait la critique de la convention devient la nouvelle modalité d'expression. Mais il n'y a rien derrière, tu vois. C'est on pourrait employer le mot un peu galvaudé de nihilisme. C'est plus rien n'a de valeur en soi, si tu préfères. Plus rien n'a de valeur en soi. Donc à partir de là, s'il n'y a plus rien qui n'a de valeur, soit on instaure de nouvelles valeurs, ou soit on vit sans valeur, tu vois. En art, ça peut donner lieu à des choses très intéressantes, mais ça peut aussi donner lieu à des choses assez déconcertantes. Alors là, je vais te donner un exemple que j'ai découvert il y a quelques mois. Alors les métanautes retrouveront la référence, ils nous diront. Donc c'est un homme qui a fait une performance artistique. En fait, il a fait un concert au piano. Et en fait, pendant 30 minutes, il est derrière son piano, mais il ne joue pas. Et en fait, on a droit donc à 30 minutes de silence. Voilà. Alors là, bon, moi je paye ma place pour voir ça, j'ai envie d'être remboursé, tu vois. Je me dis, je suis venu voir un musicien et pas quelqu'un qui allait rester derrière un piano. Mais en fait, tu comprends, cette performance, c'était nous faire comprendre que le silence n'existe pas. Puisque quand il y a du silence, il y a des micro-sons qu'on n'entend pas, auxquels l'oreille n'est pas sensible, et qu'on ne peut entendre, qu'on ne peut percevoir que quand il y a un silence total. Tu vois. Et donc ça, c'est une mise en scène, si tu veux, c'est un peu un contre-pied de la performance artistique où eh bien, l'artiste ne va rien produire, mais il va être le relais d'une réalité supérieure, etc. Bon. Là, on est dans l'art conceptuel. C'est-à-dire qu'on ne va plus chercher à toucher la personne, à faire naître le sentiment du beau, à exprimer l'absolu, à cristalliser l'absolu dans une forme sensible. Tu vois, c'était ça la définition de l'art jusqu'au 19e siècle, tu vois. On est dans l'art comme interrogation conceptuelle du monde, tu vois. Donc on ne propose rien, en fait, on est dans la mise en scène du vide, tu vois. Et la mise en scène du vide, je trouve que ça correspond assez bien à l'époque. Oui, ça correspond parfaitement à l'époque. Toi, est-ce qu'il y a des gens comme... alors, tu en parles en plus des Sartre, des Bourdieu, des Foucault, ces gens-là, ils ont influé vers ça. Ils nous ont, par exemple, Sartre avec son existentialisme, sa façon de se... En plus, bon, je suis comme beaucoup, moi j'ai étudié Sartre aussi, évidemment. Hein, l'enfer, c'est les autres. Est-ce que ces gens-là, ils ont poussé à ça, ils nous ont poussé un peu vers justement cet individualisme fou, quoi. Alors oui et non, parce qu'en fait,
bon, des fois je cite ces auteurs et puis j'essaye de montrer en quoi leur idéologie, pas inconsciente je dirais, mais peut-être sous-jacente, a pu à un moment donné participer à cette logique libérale de l'atomisation totale et du relativisme absolu. Je pense pas, enfin je ne suis pas dans leur tête, mais je ne pense pas qu'il l'ait fait délibérément, je ne pense pas qu'il l'ait fait avec un projet qui aille dans ce sens. Ouais, ouais. Bon, Sartre, je le critique, mais je l'ai quand même lu et je suis loin de penser de Sartre. Enfin, ce que je pense de Sartre est loin de se réduire à la critique que je peux en faire. C'est ça que je veux dire. Ce que dit Sartre sur la liberté, je trouve ça très très intéressant. Sur le plan philosophique, c'est très stimulant. Mais force est d'admettre que c'est une manière de voir très facile à récupérer au niveau de l'idéologie. Tu vois ? Alors l'existentialisme, en deux mots, c'est l'idée que l'être humain, lorsqu'il naît, il n'est pas défini, il n'a pas d'identité. Et son identité, c'est l'identité qui va se construire. Donc c'est la philosophie du choix individuel. Et du coup, c'est l'idée du refus de tout déterminisme. L'individu doit pouvoir s'autodéterminer. Il peut se construire une identité. Alors après, il va se la construire par rapport à son niveau de conscience, en quelque sorte. Mais disons qu'à la base, l'individu n'est rien. Et il le dit explicitement. Nous pensons que l'homme, au départ, n'est rien. Et il devient ce qu'il se voudra. C'est un peu une espèce le principe de la page blanche. Quoi. Oui, c'est ça, c'est le principe de la page blanche. Donc l'homme devient ce qu'il veut. L'homme est un projet. Il est essentiellement projet. Projet, c'est le jet en avant, la projection de soi. Donc en fait, tu es ce que tu veux être. Et ça, philosophiquement, c'est très très intéressant. Je veux dire, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. On n'a pas le temps là, mais on pourrait en parler, tu vois. Ça se tient, c'est ça que je veux dire. Mais déjà, il y a une faille, hein, si je peux me permettre. Hein, j'ai pas le niveau de Sartre, mais je ferai quand même une remarque, c'est que dire que l'individu n'est rien quand il naît, c'est oublier qu'avant d'exister physiquement comme bébé, comme nouveau-né, il existait déjà dans le ventre de sa mère, donc il existait dans la conscience d'autres personnes. Donc en fait, on préexiste toujours à notre existence individuelle, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de déterminant, c'est quelque chose de structurant aussi pour l'individu. Tu vois, un enfant qui a été désiré ou qui n'a pas été désiré, par exemple, ben fatalement, ça va engendrer une petite différence, tu vois, même inconsciente, même involontaire, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais disons que le rapport du parent à son enfant, le rapport de l'entourage des parents par rapport à l'enfant, tout ça va exister en amont de la naissance et va faire que l'individu ne va pas partir de rien, tu vois. Je veux dire, s'il y a eu le mouvement réaliste et naturaliste au 19e siècle, c'est bien parce qu'on considère qu'il y a quand même des influences de l'environnement, de la famille, de la culture, et qu'on n'est pas une toile vierge qui se peint elle-même. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, donc Sartre a dit des choses extrêmement intéressantes, mais le fait est que sa vision de l'existentialisme, donc pourquoi existentialisme ? Parce que l'homme existe et il se définit d'abord, enfin il existe d'abord et il se définit ensuite. Voilà. Il oppose l'existence à l'essence, à l'apostrophe. L'essence, c'est ce qu'on est, mais pour Sartre, en fait, on n'est rien. On est ce qu'on décide d'être. Et ce sont nos actions qui font qu'on est ce qu'on est, en quelque sorte. Voilà. Donc ça, oui, ça a pu contribuer à développer l'idée que l'individu était parfaitement libre et que toute contrainte était mauvaise par nature, était mauvaise en soi. D'ailleurs, dans une de mes conférences qui est dans le livre, je cite un petit passage d'un roman de Sartre dans lequel le personnage dit je n'ai pas de chef, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant, j'ai de l'argent comme un rentier, j'existe, c'est tout. C'est-à-dire que l'existentialiste, il n'a rien, mais il a quand même de l'argent. Tu vois. Donc il n'y a rien qui le détermine, mais il faut quand même qu'il ait de l'argent. Tu vois, parce que l'argent rend libre. C'est-à-dire qu'en fait, la liberté, le système libéral, il a eu cette magie de dire... En fait, malgré qu'on est sous la plus grande servitude, quelque part, dans le système, mais l'argent, on te fait croire qu'avec l'argent, en fait, tu vas te libérer. En fait, consommer rend libre. Oui. Donc, plus je consomme, plus je suis libre. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on a oublié que l'argent était un moyen et pas une fin. Ouais. On considère qu'avoir de l'argent, c'est augmenter sa liberté. Très souvent, c'est augmenter ses droits. C'est vrai que ça augmente les droits, l'argent. Augmenter sa liberté, je ne pense pas, parce que je pense que quelqu'un de fondamentalement libre n'a pas besoin d'argent pour être libre. D'argent pour être libre. Voilà, c'est ça.
là encore, on en revient à ce qu'on appellerait la liberté. L'exemple que je donne souvent dans mes vidéos, c'est dans le film The Truman Show, tu vois, le film avec Jim Carrey. Oui. Il est le personnage principal d'une émission de télé-réalité. Et en fait, il ignore qu'il est ce personnage. Tu vois, il ignore que la ville dans laquelle il vit est un décor et que ses amis sont des acteurs. Donc pour lui, il est libre. Parce qu'à aucun moment, il se posait la question de sa servitude. Tu vois, si tu prends un esclave et que tu l'éduques de telle manière qu'il ne sache pas ce que c'est que l'esclavage, il ne se considérera pas comme esclave. Tu vois, donc il ne voudra pas reconquérir sa liberté parce qu'il n'est pas esclave. Donc qu'est-ce qu'il faut pour ça? Ben, il faut un bon dressage. Tu vois, j'emploie volontairement l'expression, elle est choquante. Mais parce que nous, on va dire, oui, mais tu ne te rends pas compte quand même, en Occident, on a de la liberté, on peut faire plein de trucs. Oui, effectivement, c'est vrai, je reconnais. Et je pense même que je préfère ma situation en France aujourd'hui qu'une situation dans un autre pays où les droits sont limités. Certes, mais ça n'invalide pas pour autant l'idée que ce à quoi je tiens dans ma société, c'est une forme d'aliénation aussi. Je tiens à des choses qui m'empêchent d'être libre, tu vois. Je tiens par exemple à ma maison, à ma voiture, à ce que je possède. Mais dans quelle mesure est-ce que je possède ne me possède pas, moi? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que lorsque je m'inquiète de savoir si je vais me faire piquer telle ou telle chose, est-ce que je ne suis pas l'esclave de l'objet qui est censé être à mon service? Est-ce que ce n'est pas moi qui suis au service de mon objet dans ces cas-là, tu vois? Donc on peut se poser enfin je veux dire, il y a une vraie réflexion à mettre en place aussi sur ce que c'est que la liberté, sur ce que c'est que la servitude. Dans quelle mesure est-ce qu'on n'est pas des esclaves inconscients? Parce que tant qu'on a à manger, ben, on est content, tu vois, on a ce qu'il faut, on a du pain et des jeux, donc on a de quoi manger et puis on a les anges de la télé-réalité. Donc du coup, effectivement, on pourrait dire on n'est pas à plaindre. Mais sauf qu'on a perdu ce qui, pour Rousseau par exemple, fait que nous sommes des êtres humains. C'est-à-dire cette capacité de dignité et de droiture, tu vois. Aujourd'hui, toutes les valeurs comme la dignité, la droiture sont un peu disqualifiées. On les cantonne justement à des valeurs de droite, par exemple, quoi, tu vois. Et on ne s'aperçoit pas que, en fait, ce sont des notions, des valeurs qui sont impliquées dans l'idée même de liberté, tu vois. C'est ce qui fait que, par exemple, on ne va pas accepter un métier dégradant pour le salaire, tu vois. Parce qu'à un moment donné, on va se dire, ça va contre ce qui correspond à ma conception de la dignité. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui fait que, par exemple, on ne va pas baisser les yeux devant son patron. Ça a l'air con, tu vois, quand je le dis, parce que ça fait cliché. Mais combien de personnes vivent exactement cette situation? Ils se font pourrir la gueule par leur patron et ils n'osent pas lui répondre parce qu'ils savent très bien que s'ils lui répondent, ils peuvent se faire virer. Est-ce que ça, c'est être libre? Alors oui, effectivement, tu peux t'acheter ton iPhone et puis tu as ton écran plat à la maison. Mais est-ce que tu es libre au quotidien? Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu as la tête haute quand tu sors de chez toi? Est-ce que tu dors paisiblement, par exemple, tu vois? Moi, je dors très paisiblement parce que je n'ai pas de problème de conscience, je n'ai pas le sentiment de faire le contraire de ce que je dois faire. Tu vois ce que je veux dire? Le simple fait, par exemple, que j'ai sorti mes bouquins alors que j'avais un poste de vacataire à l'université, je veux dire, j'aurais pu profiter de ma situation et puis mettre de côté un petit peu tout ça, les idées, la politique. Oui, c'est ça. En plus, si tu t'as mis de côté, comme ça, tu te faisais ta petite classe, Voilà. aller lire à la fac. Et puis... C'est ça. Et quelque part, même j'ai des amis qui m'ont dit à l'époque, mais t'aurais dû y réfléchir, t'aurais peut-être dû faire attention, etc. etc. J'écoutais ce qu'on me disait, mais ça n'a jamais fait sens chez moi parce que je me disais, non, mais je peux pas me lever tous les matins en me disant que je fais quelque chose qui va à l'encontre de ce que j'estime droit, de ce que j'estime juste, même de ce que j'estime beau quelque part. Puisque, en dernière instance, selon moi, la philosophie, la pensée, la politique, tout ça, c'est une question esthétique. C'est un peu le panache chez Cyrano de Bergerac, tu vois. Ce qui compte, c'est la beauté du geste. C'est pas tellement le succès, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de pouvoir être fier de ce qu'on a accompli parce qu'il y a la beauté du geste. Moi, quand je me suis fait interpeller pendant ma conférence parce que j'étais l'affreux soralien qui était validé par l'université, j'étais presque content que ça m'arrive parce que pour moi, c'était un truc un peu rock'n'roll qui se passait, tu vois, qui confirmait que, effectivement, j'avais fait le choix de cette indépendance. J'en payais les conséquences, mais je trouvais ça normal de payer les conséquences de mon choix, quelque part, tu vois. Le contraire m'aurait dérangé d'une certaine manière, tu vois. J'aurais dit, j'ai peut-être fait quelque chose de mal, là, tu vois, pour le coup. Mais être rejeté par les personnes que tu combats ou que tu critiques, parce que moi, dans l'absolu, je ne combats pas les gens, tu vois.
je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. Et bah, je trouve que c'est plutôt une petite médaille, ouais. Oui, parce que tu racontes cet épisode-là, tu te fais un peu interpeller. Moi, il y a un autre aussi. Alors, il y a un passage qui est absolument incroyable où tu racontes cette. Voilà. Alors, je vais lire, hein, comme ça fera un peu de lecture en plus pour le public. Alors, Scott, de son prénom d'origine Jessica, voulait être un homme depuis son plus jeune âge, tout comme son compagnon Thomas, né Laura. Tous deux ont donc réalisé plusieurs opérations afin de changer de sexe. Scott a subi une mammectomie, tandis qu'une hystérectomie a été pratiquée sur Thomas. Tous deux ont pris des hormones masculines. Les deux hommes sont mariés légalement car malgré leurs différentes opérations chirurgicales, Thomas a gardé son certificat de naissance féminin. Ils vivent avec 2 enfants que Thomas a eus d'une précédente union. Malgré sa mammectomie, Scott a conservé ses organes reproducteurs féminins. C'est pourquoi il a pu se faire inséminer artificiellement grâce au sperme de l'un de ses amis et ainsi tomber enceinte comme n'importe quelle femme. Cela ne pose aucun problème pour le couple qui déclare « Nous savons que des gens vont nous critiquer, mais nous sommes vraiment heureux et nous n'éprouvons pas de honte. » Alors, je vais quand même montrer la photo parce que, parce que quand j'ai lu ça tout à l'heure, Mamie croyait que je rigolais. Je lui dis que c'était du troll et que je lui dis mais non. Vous pouvez aller regarder, voilà, vous pouvez aller vérifier. Donc non mais c'est. Mais moi à la limite, tu sais ce qui me choque là-dedans, Ouais. je vais te dire franchement, ce qui me choque, c'est que ces deux pauvres personnes ont servi en réalité d'icône médiatique pour un phénomène qui à mon avis les a complètement dépassés. Parce que je pense que ces deux personnes. Je ne dis pas si c'est homme ou femme parce que du coup je veux surtout pas prendre de risques. Là on comprend plus. Oui, mais ce que je veux dire c'est que moi ça me dérange pas, déjà à titre personnel, ça me choque pas. Mais ce qui me choque c'est qu'on va prendre ces personnes-là et qu'on va les brandir en symbole de la liberté moderne, tu vois. On va les exposer médiatiquement alors que je pense que quand on fait un enfant on n'a pas spécialement envie qu'il y ait des caméras qui viennent s'occuper de notre vie privée. Et surtout c'est la démonstration qu'aujourd'hui en fait en termes de repères, ça devient très compliqué. En termes de repères identitaires. Puisque là, c'est un archétype, cet exemple. Oui, voilà, c'est parce que. Voilà, mais parce qu'il illustre bien. Voilà, il illustre bien. Il illustre parfaitement un peu Ouais. tout ce que tu expliques sur justement ce droit individuel poussé à l'extrême, qu'on n'est plus soi-même, on s'invente, je veux être un homme, je veux être une femme parce que j'ai décidé, donc je vais pouvoir. Et la technologie, elle joue un rôle aussi parce qu'elle nous permet de faire beaucoup de choses. Donc du coup, elle ouvre aussi un champ de possibilités. Peut-être que la morale avait peut-être empêché avant, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, on a l'impression qu'il n'y a plus de limites. Oui, puis effectivement, que la science puisse faire de la transformation du sexe une espèce d'innovation, enfin, je sais pas, on peut se dire qu'il y a des choses peut-être un peu plus préoccupantes d'un point de vue, du point de vue collectif que le fait de vouloir changer de sexe, même si le fait que ce soit possible, il n'y a pas de problème. Il y a de la technique, les gens profitent de la technique qu'on met à leur disposition, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ça met bien en scène le fait que les repères identitaires, ou plutôt les normes identitaires telles qu'elles existent, sont contredites au nom de la liberté. Qu'est-ce qui est contredit au nom de la liberté? Ce sont les normes naturelles. Tu vois. Alors, si les gens trouvent que le mot naturel n'est pas adapté, parce que qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ah bah, on me l'a déjà dit. La nature, on ne sait pas ce qui décide de la nature. On peut toujours dire, par exemple, la différence entre la nature et la culture. Bien, moi, j'hésite pas à dire que la nature de l'homme, c'est d'être un être culturel. Donc, il est naturellement culturel. Tu vois. Donc, il n'y a pas une opposition entre la nature et la culture, il y a une articulation, puisque la culture va se construire toujours sur la nature, puisque la culture, c'est la transformation du monde. Tu vois. Donc, forcément, il faut qu'il y ait la nature. Mais on en est arrivé à un tel degré de rejet de la nature en tant que telle, et là-dessus, les écologistes ont parfaitement raison, mais ils devraient voir que le refus de la nature, le rejet de la nature ne se fait pas seulement au niveau de la pollution, il se fait même au niveau idéologique. Que naître homme alors qu'on veut être femme, eh bien, on a l'impression que la nature est tyrannique, puisqu'elle nous empêche de choisir. Mais par contre, on va utiliser les avantages de la nature lorsqu'il y a un désir d'enfant. Donc, on a des femmes qui deviennent des hommes
parce qu'elles veulent devenir des hommes, c'est la liberté. La liberté ici s'exerce contre la nature. Mais vu qu'il y a le désir d'avoir un enfant, seule la nature peut satisfaire ce désir. Donc là, on va revenir à cette nature, on va trouver que la nature c'est bien, parce qu'elle permet de satisfaire un désir. Donc la nature c'est bien quand ça permet de satisfaire nos désirs. D'accord. Voilà. C'est ça que ça illustre en quelque sorte. Tu vois, on choisit quand la nature ça nous arrange et quand ça nous arrange pas. En plus, c'est marrant, tu donnes l'exemple des vers, mais en plus, les vers qui sont complètement, justement, sur cette question de la nature, mais ils sont complètement, par contre, libérés sur le plan des valeurs et sur le plan économique, quoi. En plus, c'est... Donc, encore une contradiction dans un parti de gauche, quoi. Oui. Encore une contradiction. Bah parce que l'écologisme, j'aime pas trop ce mot qui donne un peu l'impression que c'est quelque chose de totalitaire. Pour moi, l'écologie, c'est pas un programme politique en soi, c'est une vision du monde et ça s'incorpore dans une vision du monde, l'écologie. J'ai pris conscience très tardivement de la question écologique parce que je le réduisais à un truc de hippie, si tu veux. Pour moi, c'était pas sérieux l'écologie. Et en fait, je me suis rendu compte après coup, grâce au mouvement de la décroissance, qu'en fait, c'était un aspect, c'était une facette de la problématique libérale, puisque le marché construit sur la destruction de la nature. Le marché, je ne sais pas si j'ai dit ce que je voulais dire, le marché avance sur la destruction de la nature. Et donc, être anticapitaliste, être antilibéral conséquent, bah, ça implique aussi de défendre la nature. Puisque de toute façon, la nature se défend toujours. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. On a beau se croire et se prendre pour les maîtres de la nature réagit. Moi, je trouve ça intéressant des fois, plutôt que d'observer les gens, j'observe la nature et je vois comment elle se comporte. Et en hiver, les feuilles tombent. Tu vois, mais elles pleurent pas parce qu'elles tombent, parce qu'elles savent qu'elles vont repousser, quoi. Et ça, il n'y a personne qui pourra l'empêcher, tu vois. Aujourd'hui, on est un petit peu dans l'idée que, bon, ben, si quelque chose nous dérange, on l'arrête. On ne se pose pas la question de savoir si ça ne va pas ressurgir d'une autre façon, tu vois, d'une façon ou d'une autre. Donc, on devrait peut-être prendre un petit peu en compte ce que nous dit la nature et la prendre un peu plus, alors, je ne vais pas dire comme modèle, mais comme source d'inspiration, en tout cas. Source d'inspiration, parce que là, on est donc dans un cycle où... Voilà, cette nature, on veut la faire disparaître. La théorie du genre, c'est quand même un grand morceau de ça. C'est-à-dire qu'on influe ça. Parce que là où c'est quand même assez vicieux, c'est qu'on l'apprend à l'école. C'est auprès des jeunes. C'est-à-dire au moment où quand même, il y a une construction qui est en train de se faire. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme si on mettait le trouble, on sème de la confusion, là où il n'y en avait pas jusqu'à présent. Parce que pour le moment, les choses étaient assez claires. Il y avait des filles, des garçons. Quand on disait, voilà, tu nais, t'es un garçon ou t'es une fille, mais tu le sais très vite, incroyablement, on l'a tous su très vite. mais je veux dire, ça se posait pas la question, alors que le fait, en fait, de poser la question, c'est de mettre un doute déjà. C'est-à-dire, si je suis un petit garçon qui me dit, mais est-ce que t'es vraiment un petit garçon? Bah, déjà, il y a un doute qui va dans mon esprit, parce qu'on me pose la question, c'est que ça veut dire qu'il y a quelque chose... L'enfant est philosophe aussi. Oui, finalement, sûr, complètement. Mais je vais se dire, mais attends, si on me pose la question, c'est que c'est pas sûr, en fait. Alors peut-être bien que je suis un garçon, mais est-ce que je suis un garçon? Qu'est-ce qui fait de moi un garçon? Alors après, tu vas dire, bah oui, mais je sais pas, j'ai une mistouquette, je suis un garçon. Ah non, ça veut pas dire que t'es un garçon. Voilà, c'est ça. Alors c'est encore plus suspect. Ah donc, d'accord, donc c'est pas la mistouquette. Donc, enfin, j'imagine, l'enfant, il est complètement déstabilisé. Parce que si tu réduis l'identité sexuelle à un paramètre biologique qui est, on va dire, la forme du sexe, parce qu'on oublie presque que derrière la forme du sexe, il y a une fonction quand même, la reproduction, je veux dire. Enfin, on peut dire que si le but de l'espèce humaine, c'est de se perpétuer, c'est quand même assez bien fichu, l'histoire, tu vois, ça s'emboîte correctement, tu vois, je veux dire, ça fonctionne, on va dire, c'est viable. Alors on va dire, oui, mais ces normes-là sont des normes sociales. On va te dire que le sexe, c'est une identité... construite socialement. Construction sociale. D'accord. Mais si c'est une construction sociale, dans ce cas-là, ben, ça veut dire que des hommes entre eux peuvent se reproduire, des femmes entre elles peuvent se reproduire. Ça ne marche pas. Donc dans ce cas-là, on va dire, bon, alors ok, c'est pas une construction sociale, mais c'est quelque chose qui empêche l'être humain de s'émanciper, puisque c'est un cadre normatif. Donc c'est la nature qui devient totalitaire en fait. C'est presque un peu la nature totalitaire, parce que la nature ne peut pas changer par définition, par nature. Par nature, voilà, exactement. C'est ça. Donc si la nature est totalitaire, dans ce cas-là, eh bien, il faut renverser le totalitarisme naturel. Et donc ça passe par la technique, puisque la technique, c'est ce qui va permettre à l'homme de s'affranchir des déterminations de la nature. Et donc on en arrive, là encore, à des incohérences où... Au nom de la liberté, au nom du droit, par exemple, au nom du droit pour un couple de changer de sexe, etc., ou de recourir à
procréation médicalement assistée, etc., etc., eh bien, on va manipuler la vie sur le plan technique. Tu vois, on va utiliser la technique, la technologie pour manipuler le vivant. Donc, en fait, on va remplacer la nature. Donc, on remplace le totalitarisme de la nature par finalement notre vision personnelle de ce que doit être la nature. Tu vois. Donc, bon, il y en a qui disent que c'est une manière pour l'homme de se prendre pour Dieu, d'une certaine manière. Mais c'est l'hubris de Platon, c'est l'illimitation comme norme de vie. On ne sait pas à quel moment on a le droit de manipuler la nature et à quel moment il faut s'arrêter. Alors là-dessus, moi j'ai peut-être une vision très à l'ancienne, tu vois, mais quand j'observe la nature, je me dis la nature met à notre disposition des ressources vitales. Alors certains diront la nature est bien faite, et il y en a qui diront non, c'est parce qu'on existe qu'on pense que la nature est bien faite, parce que ça s'emboîte parfaitement à ce qu'on est. Un petit débat là pour les trolls qui pourront s'amuser à discuter de ça. Le fait est que la nature nous apporte de quoi subvenir à nos besoins, de quoi subsister, que la nature peut se montrer hostile, donc il faut s'en protéger. Donc c'est pour ça que l'homme a inventé le travail et la technique pour se protéger de l'hostilité de la nature, le froid, les intempéries, etc. Voilà. Ouais. Mais il n'empêche que si à un moment donné on veut prendre la place de la nature, il va falloir l'assumer. Tu vois. Et si par exemple il y a un grand cataclysme naturel qui se produit, j'aimerais savoir ce que ceux qui manipulent la nature ont prévu pour survivre à ce grand cataclysme. Par exemple, c'est un exemple. On a un petit peu tendance à vouloir jouer avec des forces qui nous dépassent un petit peu. Tu vois. Et c'est souvent, ça c'est très typique d'une époque où on progresse assez pour se rendre compte de notre supériorité, mais on n'a pas atteint la sagesse qui va avec ce pouvoir. On a le pouvoir sans la sagesse, d'une certaine manière, et ce pouvoir, on l'utilise comme des enfants à qui tu donnerais un jouet d'une grande valeur, tu vois, qui a été fabriqué à la main, tu vois, et puis qui le balancerait contre le mur pour s'amuser, tu vois. On ne sait pas avec quoi on joue, et je pense tôt ou tard, ça va nous retomber dessus. Alors, je dis pas, attention, que le fait que les gens changent de sexe va provoquer un cataclysme naturel. Je précise, c'est pas l'idée, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que là encore, on est dans une logique. Et qu'une logique, par définition, elle est impersonnelle, elle se déploie sans nous demander notre avis. On a commencé par manipuler le vivant dans les années 50-60. Alors ça a commencé avec la contraception, puis ensuite ça a été l'interruption volontaire de grossesse, puis ensuite ça a été les recherches sur l'embryon, la fécondation in vitro. On commence un petit peu à s'approcher de la source de la vie et à vouloir l'utiliser à notre profit. Tu vois. Et tout ça pour satisfaire les droits individuels. Tu vois. Donc, je repère quand même une certaine constance dans notre comportement. Avec tout le marché qui se profile avec. Un peu comme sur le transhumanisme. Bon, j'espère qu'on pourra la faire, cette émission sur le transhumanisme. Mais c'est un peu ça derrière. Oui, c'est ça. On va arriver donc à modification. On va aller toucher au logiciel même de l'être humain pour... c'est ça. C'est-à-dire, voilà, on pourrait admettre une science de la manipulation du vivant qui s'exercerait au profit de l'humanité de manière gratuite et désintéressée. Parce qu'aujourd'hui, on est en mesure, par exemple, de nourrir la planète. Tu vois, de nourrir la planète entière. Et ça, c'est une bonne chose. Et pourtant, dans les faits, il y a encore des gens qui meurent de faim. Tu vois. Alors en France, il n'y en a pas énormément, mais dans le monde, il y a beaucoup de gens qui meurent encore de faim. On n'a pas résolu ça. La question, c'est de savoir si on traite les problèmes dans l'ordre. Tu vois, l'homme a inventé la culture à partir du moment où il avait géré la problématique de la survie. Tu vois, l'homme a maîtrisé le feu. Grâce au feu, il pouvait survivre. Il pouvait lutter contre la nature à peu près à armes égales. Il pouvait lutter contre les autres animaux. Tu sais, c'est le mythe de Prométhée. Épiméthée a dispersé les spécificités entre les animaux, voilà, il a donné la vitesse à certains, la force à d'autres, et puis l'homme à la fin il lui restait plus rien, il était à poil et il avait rien. Donc Prométhée, il a été piquer le feu aux dieux, il a donné à l'homme en disant voilà, ce sera votre pouvoir. Ça représente à la fois le pouvoir technique, le feu, je veux dire c'est la base de la technique, et puis c'est aussi symboliquement ça représente l'intelligence, c'est la flamme de l'esprit, tu vois. Donc l'homme a inventé la culture
lorsqu'il avait géré la problématique de la survie. Donc il est passé de la survie à la liberté, et puis éventuellement au bonheur. Il a recherché la liberté et le bonheur. Le problème, c'est que cette liberté-là, elle s'est exercée finalement à l'encontre de la nature au lieu de s'exercer en collaboration avec la nature. Je disais tout à l'heure, la nature produit tout à profusion, en abondance. Mais à partir du moment où tu mets le marché, tu exploites les ressources, et elles ne servent plus seulement à survivre ou à satisfaire nos besoins, elles vont servir à produire du profit. Donc au lieu de cueillir le fruit sur l'arbre pour te nourrir, tu vas cueillir tous les fruits de tous les arbres pour les vendre. Pour les vendre. Voilà. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer du stock. Et donc si tu crées du stock, eh ben, tu es obligé de créer un système économique donc, où il y aura les producteurs, les consommateurs et les intermédiaires, qui seront disons les vendeurs. Et à partir de là, tu crées l'économie. Et donc tu crées un système structuré sur un déséquilibre, puisqu'on va exploiter plus que ce qu'il faut pour satisfaire les besoins. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme prend le pas sur la nature et que non seulement il s'en est émancipé, mais il se montre d'une ingratitude totale avec elle. On va faire la deuxième pause, parce que je vois, il est l'heure. Et puis, la régie, elle est prête, c'est parfait. On revient juste après, toujours sur Meta.tv.